Figure de proue du jeu vidéo indépendant, Hollow Knight est un Metroidvania. C'est-à-dire un jeu dont le principe est de parcourir une map labyrinthique et remplie de nombreux cul-de-sac, pour découvrir des objets et des compétences, qui vont te permettre à terme de débloquer de nouveaux passages pour continuer ton aventure. C'est un genre de jeu très connu, institutionnalisé par Super Metroid, tout particulièrement inspiré des jeux du studio From Software, pour sa difficulté tout d'abord, parce que c'est ce qui définit le plus les jeux From Software pour n'importe qui pense à ce studio, mais tout particulièrement pour son histoire et sa narration. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas retirer à aucun des jeux de From Software, c'est bien leur capacité à raconter une histoire comme devrait le faire n'importe quel jeu vidéo. C'est-à-dire en te faisant jouer l'histoire, en te mettant au cœur de l'action, en t'obligeant à reconstruire toi-même le récit. Pour que le ressenti que tu aies en découvrant chacun des éléments qui composent cette histoire soit unique, ne puisse jamais être retranscrit par n'importe quel autre média. Et c'est tout l'intérêt de faire une œuvre, normalement, de faire quelque chose d'unique. Quand tu fais un film, tu le fais pas parce que tu pourrais faire exactement la même chose au théâtre ou dans un livre. Tu pourrais pas exprimer la même chose. C'est exactement la même chose dans les créations de From Software et dans Hollow Knight. Mais cette narration, c'est un exercice extrêmement difficile auquel peu de studios de jeux vidéo se sont pour l'instant frottés. Et Hollow Knight réussit magnifiquement. Pour une raison très simple. Il a été créé pour ça. Et ça, on le retrouve très facilement dans chaque morceau de sa map. On sent l'intention des développeurs de créer presque un jeu pour son histoire. Rien que par exemple, tous ces petits endroits qui ne servent qu'à cacher des éléments de l'histoire. Tu peux trouver des cul-de-sac qui mènent juste à te permettre de découvrir un cadavre avec 2 lignes de dialogue. Un morceau d'architecture qui va permettre de théoriser des milliers de trucs. Et ça, tu peux le retrouver rien qu'en regardant un streamer, Souvenez-vous la lumière. pris évidemment au hasard, sur Twitch. Et le regarder se faire emmener par ses spectateurs en direct, dans des cul-de-sac, tout ça pour qu'au final, il se retrouve à dire vous êtes bien sympas les petits potes, mais on vient de passer 5 minutes pour comprendre où est-ce que je devais aller pour tomber sur 2 dialogues et du lore dont je comprends rien et dont je me fiche. Je suis remonté pour des prunes. Hein. Et ça illustre 2 choses très importantes. Déjà, Hollow Knight n'est clairement pas parfait, même sur son lore, parce que ce lore, donc, qui est l'ensemble des connaissances et des savoirs autour d'une histoire et d'un monde, ce lore, il est très complexe à apprendre et à comprendre. Et pour des gens qui s'y intéressent pas, c'est-à-dire la majorité des êtres humains qui joueront au jeu, ça rend plein de morceaux de l'exploration sans récompense. Inutile parce que il n'y a pas cette satisfaction d'avoir quelque chose. Pour ceux qui aiment le lore, ils trouveront une anecdote ou un élément qui leur serviront pour leur théorie. Les autres se retrouveront à avoir fait 10 minutes de marche pour rien. Et ça, en termes de game design, c'est pas le meilleur truc au monde. Mais en échange, ça offre à ceux qui s'y intéressent quelque chose de grandiose. Et puis surtout, vu que cette histoire est divisée à 1000 éléments dispersés aux 4 coins du monde, trouver un élément ou 2, ça va pas t'apporter plus que de l'incompréhension. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe de nombreuses personnes qui, comme moi, veulent raconter cette histoire. Parce que une fois que t'as rassemblé tous les éléments, l'histoire devient assez impressionnante. Mais ça montre surtout que pour quelqu'un comme moi, qui a décidé d'essayer de vous montrer tout ce que je cache dans ses entrailles, y a de la matière. Beaucoup de matière, et peut-être même trop pour que je puisse me permettre de faire des vidéos où je raconte juste cette histoire sans donner la possibilité, même à des gens qui n'ont pas fait le jeu. Ce que je déconseille d'ailleurs, faites ce jeu. Vous ne vivrez jamais aussi bien cette histoire qu'en la vivant. C'est bien le principe de ce genre de narration. De pouvoir comprendre quand même à peu près ce qui se passe et d'avoir une vue d'ensemble sur le jeu. C'est pour ça
que je vais commencer dans cette vidéo par vous faire une petite visite de l'étrange et ténébreux royaume d'Allownest. En commençant par les falaises hurlantes. Ce sont des falaises qui portent assez bien leur nom. C'est pas la première zone qu'on parcourt dans le jeu, mais c'est assurément d'ici que l'aventure de notre personnage, qu'on appellera le chevalier pour faire plus simple, commence. On trouve plein de trucs intéressants dans les falaises hurlantes. Au niveau du lore, déjà une tablette qui nous donne une idée approximative de ce qui se cache en dehors du royaume, ou en tout cas de la raison qui nous empêche d'aller l'explorer. On trouve aussi un vieux maître d'aiguillon, qui vit d'ailleurs pas aussi bien sa solitude qu'il ne le laisse entendre. On a la tanière lugubre et abandonnée des coléoptères, d'ailleurs pas si abandonnée que ça semble-t-il. On a le tombeau d'un étrange serpent, apparemment très sage, et celui d'une jeune fille qui aimait beaucoup les papillons bleus. Et caché derrière un mur à l'abri des regards, on a surtout une étrange structure qui n'attend qu'une chose, être activée. Mais ça, c'est une autre histoire. Le jeu commence vraiment avec notre personnage qui arrive dans la passe du roi. C'est une toute petite zone qui n'a pas grand intérêt. On y trouve une stèle dans laquelle on nous parle d'êtres supérieurs et d'un royaume, celui d'Allownest. On y trouve aussi un charme rempli de vengeance dont on ne sait pas trop l'origine. C'est ici que notre personnage pénètre dans le royaume d'Allownest et découvre un petit village, celui de Dirtmouth. Dans Dirtmouth, il y a plein de choses, mais principalement du vide, et un vieil insecte, un peu grognon, et qui aime pas trop les étrangers. On trouve une gare, abandonnée, effectivement, depuis longtemps. On trouve une dame qui aimerait vachement que son mari revienne un jour, quand même. On trouve un marchand mouche, très sympa, quoique sa position monopolistique fait de lui un petit capitaliste qui se permet d'augmenter ses prix de façon absurde parce qu'il est le seul qui vend quoi que ce soit. Sympa mais très relativement. Et surtout, on trouve un puits qui est véritablement cette fois-ci le début de notre aventure, car elle nous amène à la première zone où on trouve des ennemis vraiment coriaces, les routes oubliées. Dans les routes oubliées, on trouve, à peu près dès le début de notre exploration, le bâtiment le plus important du jeu. Je pense qu'on peut assez facilement le dire. Le temple de l'œuf noir. Assez titanesque et surtout assez mystérieux au début du jeu, il contient ce qu'on a déjà vu dans la toute première cinématique du jeu. Une grande porte, ce qui ressemble en tout cas à une porte, sur un œuf noir, avec 3 visages gravés dessus. Assez énigmatique donc. On trouve aussi dans les routes oubliées un grand chevalier, dans une armure titanesque, le premier boss du jeu qui nous éclate, et qui cache en vrai un petit bonhomme tout mignon qui fait des cris ridicules. Et il y a d'ailleurs toute sa famille au-dessus qui est absolument terrifiée de nous voir. On trouve un vieux papy ver de terre qui vous récompense beaucoup si vous trouvez ses enfants. Qui sait quel destin il leur réserve. On trouve Cornifère, le fameux cartographe, qui a semble-t-il absolument pas envie de remonter voir sa meuf et qui préfère cartographier des trucs. Ça va être notre grand pote, lui et sa petite chansonnette. Et on trouve les ruines du deuxième village du jeu, un peu plus délabré et en mauvais état que Dirtmouth. C'est d'ailleurs dans ce village abandonné qu'on trouve Sly, notre sympathique marchand capitaliste, légèrement corrompu d'ailleurs par l'infection qui touche la plupart des insectes qu'on a déjà croisés dans le jeu. Heureusement, on arrive à le sortir d'un étrange rêve qui semble être la cause de son mal. À creuser. Et en vrac, on peut croiser aussi un tramway et une mer aspide, semble-t-il, très mal en point. Oh,
et un escargot, un chaman escargot, qui nous file un sortilège nous permettant de balancer une sorte de caméra mystique. Et cherchez pas, c'est Hollow Knight. Et ce sortilège nous permet surtout d'accéder à une nouvelle zone, Verchemin. Verchemin. Verchemin, c'est chill de fou. C'est une zone très sympa avec une musique incroyable et dans laquelle on découvre la première espèce à peu près nouvelle du jeu. Les moussus. On trouve pas uniquement eux, on trouve des morceaux de leur civilisation, des écrits dans une forme complètement différente des tablettes qu'on a déjà trouvées dans le jeu. On trouve certains touffus avec des armes, ce qui montre quand même une certaine avancée technologique. Et on trouve aussi le même type d'yeux orange et la même folie meurtrière en eux, ce qui montre que leur sort est pas beaucoup différent de celui des autres insectes qu'on a déjà vus dans le jeu. En continuant à explorer un peu Verchemin, on trouve aussi la tanière du chasseur. Une créature qui semble un peu agressive au début, mais qui est en fait plutôt amicale et nous offre même un outil extrêmement important, le journal du chasseur, qui s'actualise à chaque fois qu'on tue un nouveau monstre pour donner des informations à son sujet, et qui peut même devenir plus précis si on tue un assez grand nombre de créatures. C'est l'une des sources privilégiées d'informations pour n'importe qui essaye de comprendre à peu près ce qui se passe dans le jeu. Sinon, en explorant, on trouve aussi un vieux temple plongé dans le noir avec un esprit vengeur et assez torturé. On trouve aussi aux abords d'une route une étrange jeune fille qui semble assez similaire à notre personnage et qui n'a apparemment absolument pas envie de parler avec nous. Et ce n'est pas la seule rencontre qu'on fait en visitant Verchemin. On croise aussi Zot, une petite créature qui porte le même masque et la même cape que notre personnage, et qui est un vantard et, semble-t-il, un menteur invétéré. On a deux choix à ce moment-là. On peut sauver Zot et il s'attribuera tout le mérite de ce qui vient de passer en omettant complètement qu'il se trouvait juste avant dans une situation qu'on pourrait pas décrire de très glorieuse, ou on peut l'abandonner là, à son triste sort. Et surtout à une mort certaine. On va dire qu'on le laisse survivre parce que c'est quand même un peu plus intéressant de voir ce que cache sa quête en suivant les traces de cette mystérieuse jeune fille, et après moult détours, on arrive enfin devant elle. Hornet. Le combat est relativement dur, surtout pour le début du jeu. On n'a pas beaucoup de capacités, mais ça reste quand même le premier combat et le premier événement vraiment très marquant du jeu. La musique, les petits bruits d'Hornet, tout est incroyable. Et à la fin, après avoir enfin réussi à terrasser Hornet, celle-ci disparaît et nous laisse récupérer sur le cadavre d'un être qui nous ressemble énormément, une cape qui nous offre le dash, une capacité extrêmement importante qu'on va utiliser pendant tout le reste du jeu. Et d'un coup, un éclair blanc, des formes nébuleuses apparaissent autour de nous, des voix fantomatiques apparaissent dans notre esprit, et 3 créatures, peut-être des dieux, peut-être simplement des fantômes, apparaissent pour nous mettre en garde. C'est là que débute une partie beaucoup plus étrange et beaucoup plus énigmatique du jeu. C'est là que les premiers mystères s'installent. Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai aucune idée avec les éléments qu'on a là, ce qu'est le sceau, et pourquoi ce serait bien ou mauvais de le briser. On va briser un sceau? C'est pas censé être indestructible? C'est là que le joueur est censé commencer à se poser des questions s'il a un peu envie de s'intéresser au lore. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour énumérer des faits, donc continuons notre exploration. Au bout du chemin caché derrière l'arène d'Hornet, on trouve la dernière zone qu'on peut explorer actuellement dans Verchemin, le lac Dune. Nom étrange parce que ça semble être le nom d'une créature ou de quelque chose. Or, on n'a jamais rien trouvé qui s'appelle Une. Lac étrange aussi parce qu'on y trouve une petite maison toute mignonne avec un petit banc. Et surtout, on y trouve un monstre. Un ennemi qui nous a bien cassé la gueule précédemment et qui là semble aspiré par le lac. Tellement aspiré qu'il se rend même pas compte de notre présence. On peut venir le coller, il aura aucune réaction avant qu'on le tape. C'est d'ailleurs pour ça que Quirrell, qu'on retrouve assis sur le banc, en train de chiller comme d'habitude, nous dit que la bâtisse dans laquelle il se trouve semble avoir abrité une sorte de culte il y a bien longtemps. À creuser donc. Pour continuer notre exploration, on doit passer dans Brume Canyon. Mais
c'est une zone qui s'ouvre et qui peut vraiment être explorée plutôt vers la fin du jeu, avec des pouvoirs qu'on débloque très tard. Donc on va passer en coup de vent. En résumé, dans Brume Canyon, il y a des méduses qui enferment à l'intérieur de la corruption orange et qui font très mal, et des nuages de papillons électriques tout aussi horribles. Quand on arrive à se sortir de l'enfer qu'est à ce niveau du jeu Brume Canyon, on arrive à un endroit très intéressant, la station de l'arène. Bon, dans les faits, dans notre exploration, on a déjà trouvé plusieurs autres stations de coléoptères, mais je vais m'attarder sur celle-là précisément pour en expliquer le fonctionnement. Les stations de coléoptères, c'est le moyen de déplacement le plus utile et le plus utilisé dans le royaume d'Alonest. Il se base sur la race des coléoptères, des insectes, qui ont quasi tous disparu dans le jeu. Il n'en reste plus qu'un. Il nous donne des dialogues qui sont très intéressants pour avoir une idée d'à quel point la civilisation d'Alonest, à son apogée, était grande et développée. Mais avant tout, la station de l'arène, c'est surtout notre porte d'entrée vers des combats toujours plus épiques et des découvertes toujours plus incroyables.